Je crois que les yeux, c'est un plaisir continuel et que si on a un certain don de description, on arrive à faire partager par le public. D'ailleurs, regardez à l'heure actuelle ce que nous avons sous les yeux, le lac, le Grammont, la dent du Midi par une matinée splendide, les poules d'eau qui flottent, les cygnes avec le vol nuptial. Eh bien, je crois que les yeux sont tout de même le plus grand plaisir qu'un être puisse éprouver. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les paysagistes sont beaucoup plus heureux que les peintres abstraits. En écoutant Paul Morand évoquer le paysage qu'il a devant les yeux, nous nous souviendrons que cet écrivain racé, grand voyageur et diplomate, avait choisi les bords du lac Léman pour un exil, laborieux, soulignons-le, puisque c'est à Vevey qu'il avait préparé ses souvenirs sur Coco Chanel, sorti récemment de presse, et un commentaire à la future publication des aventures d'un Vaudois aux Antilles, F.A.L. Dumoulin. Disparu voici quelques semaines au cours d'un séjour parisien, Paul Morand, loin d'y demeurer attaché, conservait cependant une certaine vision de l'autre siècle, celui de sa naissance, puisqu'il avait vu le jour en 1888. Ainsi en témoigne le compte-rendu plein d'humour et d'imprévus qu'il donnait lui-même d'une des premières courses de l'histoire de l'auto. C'est aujourd'hui le départ de Paris-Toulouse, m'écriai-je, réveillé par le bruit des poubelles vides sur le trottoir et aussi par un brouhaha inaccoutumé. Alors que d'habitude, j'attendais pour ouvrir les yeux les cris de la rue, aujourd'hui muette, Vitrier, j'ai de la cerise, la belle Valence, tonneau, tonneau, raccommodeur de porcelaine. Je descendis au coin de l'avenue des Champs-Élysées après m'être habillé en hâte. Juste à temps pour voir s'élancer de la place de la Concorde, 3 par 3, une au milieu et une sur chaque bas-côté, des voitures de course dont je reconnaissais aussitôt la marque. Le départ avait lieu devant l'hôtel que venait de louer l'Automobile Club, nouvellement constitué. Les starters, à l'instar des courses de chevaux, et malgré l'heure matinale, étaient en redingote et 8 reflets. Quelques curieux s'arrêtaient, grimpaient sur les bancs. « Voilà les chauffeurs !» criait-on. Les autos trépidants, le Conseil d'État venait de décider qu'on dirait un et non une auto, à la hauteur de la rue de Berry, en face de ma maison, et de l'Élysée Palace Hotel, commençaient à s'échelonner. Dietrich à radiateur nickelé, blanches et silencieuses serpolets à vapeur, Morse refroidis par ailette, et déjà leurs vieilles adversaires, les redoutables Panhard Levasseur. Les 2 premières vitesses, qui assuraient une marche de 7 puis de 20 km à l'heure, étaient passées, et les plus hardis en étaient déjà à la 3e. Quant à la 4e, qui vous menait jusqu'à 40 km à l'heure, elle ne pouvait pas être risquée sur les Champs-Élysées, car les Champs-Élysées n'étaient pas assez longs pour se lancer. Je n'use presque jamais de cette dernière vitesse, déclarait un champion, excepté en plat, et seulement pour 3 ou 4 kilomètres. Et il ajoutait, au-dessus de 30 kilomètres, le danger commence. À l'Étoile, il y avait foule, c'est-à-dire 400 ou 500 personnes. L'auto n'était plus une spécialité d'ingénieurs comme les années précédentes, où des courses de consommation se disputaient entre le chalet du Sticle à Neuilly et l'usine de la Compagnie des Eaux à Suresnes. La France entière frissonnait d'une émotion démocratique et sportive. On abandonnait le cheval aux nationalistes, le crottin aux réactionnaires. On rencontrait encore trop peu de chauffeurs sur les grands chemins pour les traiter d'écraseurs.
Les sénateurs seuls protestaient, demandaient en vain au ministère de l'Intérieur d'interdire ces jeux de cirque, disant à la tribune qu'il faudrait bientôt prévoir des cimetières spéciaux pour automobilistes le bord des routes. L'automobile à pétrole était réservée au tourisme. Valérie Larbaud me disait un jour « Les automobilistes appartenaient comme à une seule grande famille, et quand on se croisait sur les routes, on se saluait. » Dans Paris ne circulaient en 1900 que les voitures électriques, des coupés criégères, énormes chars, ravissants et silencieux, conduits par des cochers depuis peu transformés en chauffeurs, ayant gardé le chapeau haute forme à cocarde sur la tête. Les marchands de chevaux, Bartlett, Chéry, le Tattersall, tous habitaient mon quartier, regardaient avec mépris ces véhicules malodorants qui peu à peu allaient les éliminer sans qu'ils s'en doutassent et les rejeter au-delà de l'étoile du côté de Neuilly. « C'est une folie qui passe, disait-il. » On leur répondait, nous, les jeunes, avec mépris, aveugles. Par opposition au faubourg, qui se détournait avec dédain des voitures à pétrole en disant « c'est sale et ça ne marche pas », le gouvernement s'intéressait à l'invention nouvelle et le général Brugère se montrait aux grandes manœuvres de Beauce en serpolet. On voyait le roi des Belges, souverain d'idées avancées, s'installer, lui et sa belle barbe en éventail, dans une auto de chez Charon. Et le baron Henri de Rothschild roulait dans une 32 chevaux rouge de marque allemande. Le prince de Galles se faisait conduire à Versailles et en revenait sain et sauf, disaient les journaux. Millerand, ministre du Commerce, emmenait Loubet en auto pour inaugurer l'exposition de 1900. Ce sport nouveau satisfait un besoin antique et constant de vagabondage, concluait Barrès avec résignation. L'union demeurait étroite entre la bicyclette et l'auto. Déjà, les premiers champions vieillissants des vélodromes, Farman, Charon, passaient d'un métier à l'autre. Ce matin, on les reconnaissait, on les acclamait au passage. Mon favori, c'était Gobron, sur sa voiture à alcool. Je ne fus partisan des morses que plus tard. On se montrait Genazzi sur la Jamais Contente, car les automobiles avaient des noms. Sur la Jamais Contente et la dernière création de l'année, la voiturette fin de siècle, le poney automobile à 15 000 francs, comme disaient les journaux. Les vieux se divisaient en Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Nous autres, les enfants, en partisans de la voiture à vapeur et de la voiture à alcool. Quant à l'électrique, on allait l'abandonner car il fallait recharger les accumulateurs tous les 100 km. Le chevalier de Knif tenait sa direction, nommée Barre, entre ses bas noirs à revers écossais et il avait vraiment belle allure sur sa 6 chevaux Panhard de course. La semaine précédente, j'avais été aux essais à la côte de Picardie. J'avais vu Levègue piloter une des premières 4 cylindres. On l'apercevait, dominant de toute sa hauteur son taco, comme disait Proust, qui lui arrivait aux genoux, sa peau de bique hérissée par le vent, cachée dans son passe-montagne, derrière ses terrifiantes lunettes noires. À ses pieds, accroupi sur l'aile de cuir, au-dessus de la roue à rayons de bois, un mécanicien jouait d'une grosse trompe de cuivre, comme les dauphins des fontaines romaines de leur conque, et chacun leur faisait passage. Au ravitaillement, les coureurs s'arrêtaient soit pour remplir d'eau leur radiateur, car leur voiture était grande buveuse, soit pour prendre l'apéritif à la mode, le boère, soit pour mettre une goutte d'alcool dans les brûleurs, soit pour réparer la chaîne qui sautait fréquemment hors du pignon, soit pour resserrer les écrous qui, dans une quinzaine de kilomètres, commenceraient à jouer. On crevait beaucoup, on éclatait au soleil, on se tamponnait et on finissait souvent le parcours en chemin de fer. La route était jonchée de casquettes, de lunettes perdues, de pneus anéantis, de soupapes cassées, de pompes à huile et de roues brisées. Les records tombaient drus à chaque coup, et sous les tonnelles de la route, à Saint-Cloud, au père auto ou à la belle cycliste, c'était du délire. Comme Paul Claudel, Darius Milhaud et Alexis Léger, prix Nobel de littérature sous le nom de Saint John Perse, Paul Morand s'était, à l'époque où les Cambon et les Berthelot en étaient des grands animateurs, consacré au monde diplomatique. Condisciple de Saint John Perse dans sa préparation à la carrière, Paul Morand s'est souvenu de l'angoisse de ce dernier d'avoir à demeurer au Quai d'Orsay, c'est-à-dire s'attarder dans l'administration, ou prendre les routes de l'étranger pour rejoindre un poste dans une ambassade lointaine.
En préparant le concours des affaires étrangères en 1913, il s'était présenté en même temps que moi. Je le vois encore entrer avec cette allure singulière qu'il avait, qui n'a pas du tout vieilli, du moins l'expression, et je le retrouverai exactement avec la même chose, avec sa mèche de cheveux très noire à travers le front, son teint basané, son regard extrêmement profond qui s'attache à vous et surtout aux femmes en descendant au plus profond de vous-même et en restant, après la phrase terminée, réfléchissant profondément à ce que vous avez dit. Il était ami de Francis Jammes, de Claudel et de Berthelot. Il se présenta au concours des affaires étrangères en même temps que moi et ne fut pas reçu car il avait mal préparé son concours. Entre autres, il avait un manuel de droit qui, comme vous savez, se termine généralement par des tableaux synoptiques. Quand on n'a pas le temps d'étudier, on étudie simplement les tableaux synoptiques. Or, il était sur un bateau, le tableau synoptique s'était envolé en l'air et justement, il fut interrogé sur la partie que les mouettes avaient dévorée. Et par la suite, alors, il s'est bien rattrapé. Par la suite, il s'est rattrapé et il a été employé, je crois, pendant 2 ou 3 ans au service de la presse étrangère, aux affaires étrangères. Et puis, comme c'était désagréable, il était comme moi dans une situation militaire, de genre service auxiliaire, et malgré tout en étant naturellement parfaitement en règle, c'était désagréable pour un homme jeune d'être à Paris en 1916. Et alors, il est parti, envoyé par Philippe Berthelot, qui était le chef de la direction politique, il l'a envoyé à Pékin. Et je me rappelle très bien un déjeuner d'adieu chez Larue que nous avons donné en octobre 1916, au moment où il partait comme 3e secrétaire. Et il disait, la vie est courte, laissez-moi, je l'entends encore, être dupe de mes plaisirs, de mes travaux. Ne me laissez pas dans cette vie parisienne, je veux voir l'Asie. Eh bien, il nous parla à ce moment-là beaucoup de cette enfance merveilleuse, cette enfance antillaise qu'il avait connue, l'éruption du mont Pelée, à la suite de quoi son père était parti pour l'Europe. Il a parlé de Saint-Léger-des-Feuilles, où il était né, près de la Martinique, de l'îlot, qui est un îlot au nord de Pointe-à-Pitre. Il parlait du rhum, de la forme et du gréement des yachts, de la supériorité de la goélette, de tout, de Claudel, des fourmis du Gabon. Et c'était vraiment une espèce d'atmosphère de voyage qui prenait tous les convives à l'entendre parler. Délégué par le Quai d'Orsay dans plusieurs postes, notamment à Berne et à Bucarest, Paul Morand conduit de pair avec ses activités officielles une carrière d'écrivain qui se fera remarquer dans des ouvrages de dépaysement, tels Ouvert la nuit, d'histoire, par exemple son Fouquet, ou des nouvelles et des romans, comme Le Flagellant de Séville, œuvre à laquelle Paul Morand demeurait très attaché. Son goût pour la littérature remonte en réalité à ses jeunes années parisiennes et à l'époque où il fréquentait l'antre de la Nouvelle Revue Française, sanctuaire du monde littéraire et du monde tout court, où il avait fait la connaissance d'un personnage qui allait dès lors le fasciner, Marcel Proust. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à mes débuts, Proust était un homme qui n'était aimé, connu que par un tout petit groupe de, comment dirait-on, sophisticated set, very sophisticated set. C'était le ministre Robert de Billy, c'était les frères Emmanuel et Antoine Bibesco, c'était Guillaume de Loris, c'était Salignac-Fénelon et c'était le frère de Léon Blum, René Blum. Alors, ce sont des gens évidemment qui avaient une audience, mais une audience limitée. À part ça, j'ai connu les littérateurs célèbres à la fin de leur vie, vers 1920. J'ai connu Madame de Noailles, Montesquieu, Barrès, Boislève, Henri Drégné, Gérard Douville. Eh bien, pour tous ces gens-là, Proust était un petit chroniqueur mondain du Figaro qui n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis, je me suis trouvé à Caen, au 36e d'infanterie, en 1909 et 1910. J'allais passer mes vacances, mes week-ends à Oulgat. Et à Oulgat, c'était un milieu, chez Georges Ronchel, qui était un collectionneur, c'était le milieu de Calmette et du Figaro. Il y avait la Calmette, il y avait là quelquefois Capu, il y avait Marcel Ballot, qui était l'ami de Calmette, et des amis d'enfance de Proust. Eh bien, pour tous ces gens-là, Proust, évidemment, non plus n'avait pas d'importance. Jamais je n'ai entendu Calmette prononcer le mot de Proust, alors que Proust, n'est-ce pas, parlait de Calmette comme un personnage de Paris extrêmement important.
C'est pour vous montrer que, et dans le monde, et dans ce milieu-là, et comme vous le savez, c'est de notoriété publique, dans l'ANRF, ils étaient anti-Salonard, ils avaient refusé Proust, ni même, ils avaient refusé Proust qui avait été obligé d'aller chez Grasset, ni même chez Grasset, où le poulain de Grasset, c'était Giraudoux. Jamais on ne m'a parlé de Proust avant 1914, il était édité à compte d'auteur, ça ne comptait pas. Et puis alors, c'est pour vous dire, sans vanité, mais que c'est vraiment à notre génération, à la génération des jeunes, qu'on doit la révélation de Proust, sauf une exception, Léon Daudet. Mais Léon Daudet l'avait connu par Lucien Daudet, et Lucien Daudet l'avait connu par ce petit groupe de Cocteau, de Lacretelle, d'Henri Bardac, de Jacques Porel, etc., qui tout à coup avons trouvé que c'était la grande chose. Nous avons tout à l'heure évoqué son Fouquet. Voici comment le célèbre ministre de Louis XIV lui était apparu et ce qu'il pensait de la grandeur du maître du château de Vaux, dont on sait qu'il fut considéré comme un défi au futur propriétaire de celui de Versailles, le roi Soleil. J'ai voulu faire œuvre non pas d'historien, mais de moraliste, et montrer, bien que moraliste soit un très gros mot, et montrer l'opposition vivante, toujours vivante, qu'il peut y avoir entre des caractères aussi opposés que Fouquet d'une part, Louis XIV et Colbert de l'autre. Fouquet est né dans une espèce de jungle qui était l'époque Louis XIII, où tout poussait librement, en largeur et en hauteur, et un fouillis inextricable, où tout à coup est arrivé en 1661 un énorme bulldozer qui était Louis XIV et qui est passé là-dedans pour faire des allées et pour faire des jardins à la française et pour abattre tout ce qui était plus haut que lui ou qui risquait de l'être. Et c'est ainsi que vous vous êtes attaché à Fouquet. Mais alors, pourquoi Fouquet? Est-ce que c'est un personnage que vous suiviez depuis très longtemps, un personnage qui vous passionnait? Non, mais il m'a semblé tout à fait représentatif de l'époque qui précédait la monarchie absolue. Alors, il m'a semblé que du contraste entre ces deux régimes, entre ces deux hommes, ou entre ces deux générations, entre la Fronde et le régime de pouvoir absolu, naissait un certain élément dramatique que j'ai essayé de dégager. Élément dramatique, dites-vous, conflit des générations, certes, mais n'est-ce pas peut-être la défense de l'art, la défense de la littérature qui exprime l'homme que vous avez voulu expliquer et défendre? Bien sûr. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'un homme qui était l'ami de La Rochefoucauld, de Madame de Sévigné, de La Fontaine, de Molière, de Corneille, ne pouvait pas être un homme de second plan. C'était évidemment un homme merveilleux, avec du charme, c'est-à-dire une chose qui se perd dès qu'on est mort, mais qui a agi puissamment sur les contemporains. Tout à l'heure, nous avons souligné que de toute son œuvre, Paul Morand retenait Le Flagellant de Séville, roman paru en 1960. Interrogé sur le Flagellant de Séville par Albert Zbinden, Paul Morand décrit l'argument de son roman. Le Flagellant de Séville est conçu sous le signe de Goya. Il se situe à l'époque de Goya, ce peintre qui est de tous les temps, mais qui connaît en ce moment, vous avez vu les derniers livres, le livre de Malraux, le livre de Valentin, connaît un regain de faveur. Cette exposition de Goya à Bordeaux, qui en ce moment groupe des ouvrages des œuvres tout à fait étonnantes et souvent inconnues. Eh bien, le Flagellant de Séville a été inspiré par les malheurs, les désastres de la guerre, et en général toutes les eaux fortes et les tableaux de Goya se rattachant au début du XIXe siècle. Cette fin du XVIIIe siècle a été une fin très éclairée, c'est le règne de Charles III et de Charles IV, où l'Espagne était très ouverte. Ce fut le cas pour Goya, pour la duchesse d'Albe et pour tous les ministres de l'époque, très ouverte aux idées françaises de la fin du XVIIIe, aux idées européennes, plus exactement. Eh bien, mon héros, qui s'appelle Don Luis, est un Sévillan très éclairé, qui a été élevé dans ses idées nouvelles, et qui se rallie avec enthousiasme à Napoléon quand les armées françaises entrent en Espagne. Il est décidé à l'aider dans sa mesure modeste et provinciale, mais enfin à l'aider à faire l'Europe. Mais ça ne va pas tout seul, il est en lutte avec une famille retardataire et la mésentente s'accroît entre elle et lui.
La première victime en sera sa femme, Maria Soledad, qui est prise entre l'amour de son mari et ses attaches de famille, qui est, comme je vous dis, une famille vieux style, provinciale, et qui n'admet pas du tout que l'occupation ait ses bons côtés. L'occupation française se fait de plus en plus dure. La guérilla, comme vous savez, se raidit. Il y a des scènes atroces que j'ai essayé de détruire, dont le sac de Cordoue, la capitulation de Bailén. Et les partisans être un partisan des Français devient pour un Espagnol finalement absolument intenable. Don Luis, mon héros, le sent. Les hasards de la guerre, en plus, le séparent de sa femme. Et celle-ci, loin de subir l'influence de son mari, se met à subir d'autres influences qui approfondissent le fossé entre elle et lui. Lui, il s'en est très inquiet, puis il en est très jaloux d'un de ses cousins notamment, qui est un espagnol traditionnaliste et qui s'appelle Blas, tellement qu'à la fin, à des fins sentimentales, il utilise sa position officielle auprès des Français, qui va même jusqu'à entrer dans la police pour pouvoir surveiller sa femme. À la suite d'une suite d'événements malheureux, il est à la base d'un massacre de partisans espagnols où se trouve sa femme et il est indirectement, mais absolument, cause de sa mort. Alors désespéré, il quitte l'Espagne avec les armées françaises en retraite. Le début de l'action se passe avec l'arrivée des Français en 1808 et la fin de l'action se passe en 1814. Il se fixe à Bordeaux, où se trouvent tous les exilés de l'Ancien Régime, où il connaît Goya, et il restera là pendant 10 ou 15 ans, jusqu'au moment de revenir à Séville. Il n'y revient que pour entrer dans une confrérie de flagellants, c'est-à-dire de disciplinaires religieux, et là, il considère toute sa vie manquée, désespérée, et il se transforme en un homme qui entre dans une espèce de cloître laïque. Car Séville n'est pas seulement qu'une ville de joie, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est aussi une ville mystique et douloureuse, tout autant que d'autres villes espagnoles comme Tolède, par exemple. Donc on peut dire une page d'histoire extrêmement heurtée, bouleversée, peut-être au même titre que l'Italie de la même époque, celle que Stendhal par exemple met en scène dans La Chartreuse de Parme. Oh oui, mais beaucoup plus atroce. D'ailleurs, ça a été une des grandes erreurs de Napoléon. Il a cru qu'il disait toujours « Je réduirai le peuple espagnol comme j'ai réduit la canaille en Italie ou comme j'ai réduit les fellahs d'Égypte. » Eh bien, il est tombé sur un autre peuple, et pour la première fois, il a eu affaire aux partisans. Si vous ajoutez à ça les difficultés stratégique. L'Espagne est un pays de couloirs, depuis Ronzeau et la chanson de Roland jusqu'à Bailén, qui est un autre couloir, et Napoléon, qui avait le sens des grands enveloppements par les ailes et des grands mouvements, qui ne trouvait que dans les plaines d'Europe, a échoué totalement en Espagne. L'Espagne lui faisait horreur, et chaque fois qu'il y avait un dossier sur son bureau avec affaires d'Espagne, il l'éloignait, il ne l'ouvrait jamais. Eh bien, il sentait probablement inconsciemment que l'Espagne était à la base de sa défaite.
Nous l'avons entendu, Paul Morand, dans Le Flagellant de Séville, s'attache à dépeindre des personnages historiques. Il explique comment, avant lui, il est souvent arrivé à des écrivains de puiser dans la réalité parfois cruelle de l'histoire la figure originale de leur héros. Le roman, lorsqu'on veut le mêler à l'histoire, s'accommode mieux d'une période agitée de l'histoire. Ça crée un cadre où les passions peuvent trouver à s'inscrire Mais oui, avec plus de... C'est tout à fait juste, n'est-ce pas? d'acuité, n'est-ce Étant pas donné que la littérature vit de contraste, eh bien vous avez ce contraste étonnant dans La guerre et la paix, où les hommes meurent et s'assassinent dans la neige, sont ensanglantés, et au chapitre suivant, on prend le thé auprès d'un samovar bouillant dans un salon de Pétersbourg. Donc l'histoire n'est pas pour vous simplement un cadre, n'est-ce pas, sur lequel viennent s'inscrire vos personnages, mais c'est un personnage lui-même. C'est un personnage lui-même, absolument. Bien. Absolument. Mais encore, j'aimerais que vous nous précisiez votre position vis-à-vis de l'histoire. Vous faites intervenir des personnages historiques, n'est-ce pas, qui ont existé donc comme tels dans l'histoire. Est-ce que vous en respectez la figure et Ah oui, je crois qu'il faut absolument tâcher de renouveler dans le style une figure légendaire. Mais vous trouvez Rostopchine dans Tolstoï, Napoléon dans plusieurs romans et nouvelles de Balzac, des généraux célèbres dans le début de la Chartreuse de Parme, et il n'y a aucune raison de ne pas utiliser ces sources historiques. Oui, au même titre qu'on utilise grands exemples historiques. Au même titre qu'on utilise la mythologie et les grands héros mythologiques. Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Mais seulement nous le faisons tout de même avec un recul d'un siècle. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible? C'est une question tout à fait subsidiaire que je vous pose. C'est très difficile. Utiliser des personnages vivants maintenant pour en faire un... Ah non, je crois que dès qu'on a utilisé des personnages vivants... on n'a pas réussi. Je crois que le minimum, c'est ce qu'on voit avec Balzac, c'est 30 ans. Il faut 30 ans de recul pour qu'un personnage se détache. Vous me direz que pendant ces 30 ans, alors on risque un autre danger, c'est que le personnage entre dans la légende et soit faussé également par le temps. Mais je considère qu'à part le journal, le document brut, c'est très mauvais de commencer un roman trop tôt, le nez sur l'événement. Et ce ne serait plus un roman historique, car enfin l'histoire c'est le passé. L'histoire c'est le passé, mais enfin le passé nous le faisons tous les jours, c'est déjà de l'histoire, ce qui s'est passé, le petit déjeuner du matin, c'est déjà de l'histoire. C'est encore à l'histoire et à son fantastique que Paul Morand vouait son talent en faisant paraître en 1963 La Dame Blanche. À l'époque de la sortie de son ouvrage, Antoine Liviot l'interrogeait. La Dame Blanche est un personnage fantastique qui revient à travers la veille de la mort des Habsbourg. Et je ne traite que des Habsbourg à partir du XIXe siècle, mais elle est revenue pour Marie-Louise, elle est revenue pour Rodolphe, elle est revenue pour l'impératrice Élisabeth. Mais comment expliquer cette présence dans la vie des Habsbourg? Était-ce un rêve, une mythomanie? Oui, c'était un rêve, évidemment. Elle a disparu en même temps que la dynastie. Mais pourquoi avoir choisi les Habsbourg, en fait? Est-ce parce que vous vivez en Suisse et que les Habsbourg ont un certain rôle dans l'histoire de la Suisse? Non, l'éditeur Robert Laffont va publier toute une collection qui s'appelle L'amour et la couronne. Et alors, il m'a demandé d'ouvrir sa collection par les Habsbourg. Alors, les Habsbourg, je les connaissais comme tout le monde, mais de plusieurs côtés, il m'a semblé qu'il y avait... Enfin, ils sont entrés dans ma vie par différents côtés. D'abord, j'ai vécu les dernières années à Madrid d'Alphonse XIII et j'ai vu ce qui restait de ce qu'on appelait à Vienne le protocole espagnol. J'ai été à Madère et j'ai vu le dernier Habsbourg dans cette petite église où il est enterré. J'habite la Suisse où les Habsbourg puisent leur origine, puisque leur château existe encore dans les environs de Lurie. Vienne n'est pas loin et j'y ai pas mal vécu aussi. J'ai assisté, quand j'étais au cabinet de Briand, comme jeune homme, aux tentatives de paix séparée en 1917 entre les Habsbourg et les Alliés. Et tout ça m'a donné l'envie d'étudier cette dynastie extraordinaire qui a duré 1000 ans et qui est vraiment
la fin de la féodalité européenne, car la féodalité a fini en 1916. Il faut penser, il n'y avait pas d'Autrichiens, il y avait des sujets des Habsbourg-Lorraine, puisqu'ils ne s'appelaient plus Habsbourg, et depuis François de Lorraine, ils s'appelaient les Habsbourg-Lorraine. Mais Paul Morand, lorsqu'on vous a proposé d'écrire justement ce livre sur les Habsbourg, quel fut votre travail? Retrouver vos notes précédentes ou faire un réel travail d'historien? Non, ce n'est pas un travail d'historien, parce que je ne vais jamais aux sources, n'est-ce pas? Je n'ai pas feuilleté tout ce qu'il y a à lire sur cette formidable dynastie des Habsbourg, mais en causant avec des Viennois, notamment sur la fin de Rodolphe, sur l'impératrice Élisabeth, j'ai fini par avoir une notion, je crois, assez vivante de ce qu'ont été les derniers Habsbourg. Une fois encore, c'est votre mémoire qui est en jeu, et c'est le fruit de la discussion qui vous donne en quelque sorte l'étincelle pour un roman. Oui, certainement, car c'est un roman extraordinaire. On m'a demandé de parler de l'amour chez les Habsbourg. Alors j'ai tout de suite dit à l'éditeur, ne vous attendez pas à des amours clandestines, extraordinaires, bizarres et baroques. Ce sont des gens qui ont vécu dans l'amour conjugal. Alors évidemment, l'amour conjugal, c'est pas très amusant pour les lecteurs de magazines. Mais j'ai fini par rendre ça, sinon amusant, du moins assez curieux. Tous les rapports avec Madame Schratt, qui sont de François-Joseph avec Madame Schratt, qui sont tout à fait autre chose que les gens imaginent. Quoi qu'il en soit, Paul Morand, vos lecteurs ne sont pas des lecteurs de magazines que je sache, mais alors là, un principe, ne croyez-vous pas qu'il est assez surprenant que des enfants d'une république, comme les Français ou comme les Suisses même, d'une démocratie, soient ainsi attirés par la couronne et par les amours d'un prince ou d'un roi ou d'un empereur? Oh bon, on était toujours attiré par ce qui est très loin. Oui, mais est-ce si loin que cela? Vous avez dit précisément que les Habsbourg étaient en quelque sorte, non pas nos ancêtres, mais nos grands-parents presque. Ce n'est pas loin, mais ce sont des grands-parents, mais c'est fini. Il y a un monde entre les deux, et un monde, un abîme que rien ne comblera plus. Et précisément, votre livre, en quelque sorte, essaye de dresser un pont, de construire un pont entre le passé tout proche, et aujourd'hui. Alors, comment l'avez-vous écrit? Est-ce que cela vous a posé, à vous en tant que romancier, des problèmes? Est-ce qu'il a fallu, vous n'avez pas recherché, vous n'avez pas fait d'études, mais enfin, il a fallu tout de même renouer entre le passé et aujourd'hui? Eh bien, j'ai lu ce qu'il y avait à lire sur chacun des personnages, sur le duc de Reichstadt, sur Marie-Louise, et sur etc., etc. Et puis, une fois que j'ai refermé les livres, je me suis dit, comment est-ce que le personnage m'apparaît? Et alors, à ce moment-là, j'essaie de le recréer avec une vie que je lui donne et qui n'est pas la vie des autres.
Il n'est pas possible d'évoquer, comme nous venons de le faire, certains aspects de l'œuvre de Paul Morand et de sa vie, sans oublier les reproches qui lui furent faits par le chef de la France libre de ne pas s'être rallié à Londres. Ces reproches, soulignons-le, lui vaudront d'avoir à attendre 1968, c'est-à-dire l'âge de 80 ans, pour revêtir l'habit vert et entrer à l'Académie du Quai Conti. Sans jamais faire l'aveu que cette mise à l'écart l'ait d'une manière ou d'une autre atteint, il n'en demeure pas moins que l'exil volontaire de Paul Morand à Vevey comportait de sa part l'idée de montrer dans quelle mesure il cherchait non pas à échapper à son destin ou à se camper dans une attitude de distance froide, mais à préserver avant tout ce qu'il y avait en lui d'humain, c'est-à-dire d'intouchable, quant à cette histoire de l'immédiat que représente la politique. Homme de contact et de curiosité, Paul Morand a préféré aux joutes d'un engagement quelconque la recherche précieuse de son propre passé et du passé tout court, pour en tirer jusqu'à leur extrémité la sublime leçon. Nous avions dit en commençant cet hommage que ces derniers séjours veuvaisans avaient été consacrés à la publication de ses souvenirs sur Coco Chanel, ainsi qu'à un travail de recherche sur la vie du citoyen vaudois de l'Ancien Régime, F.A.L. Dumoulin, lui-même natif de Vevey, vie qui, soulignons-le, s'était en majeure partie déployée à l'île de la Grenade. Le souci de reconstituer ce que Dumoulin avait écrit et peint, car Dumoulin fut avant tout un peintre, sur les engagements entre les flottes navales de la Grande-Bretagne et de la France pour la conquête des Antilles, fut telle chez Paul Morand qu'il souhaita, presque nonagénaire, d'entreprendre un périple antillais pour retrouver les lieux où avait vécu son nouvel héros. La faculté lui ayant interdit ce voyage, Paul Morand n'en avait pas moins, avec une rare imagination, reconstitué à partir d'une documentation très faible, l'histoire fabuleuse de Dumoulin. La preuve qu'il tenait à tout prix à demeurer l'écrivain lucide d'Ouvert la nuit apparaît dans ce qu'il disait dans une lettre quelques semaines avant sa mort à des amis d'Yverdon. « Je ne souhaite qu'une chose, c'est partir d'un coup. Je n'aime pas les bourreaux qui s'y reprennent à plusieurs fois pour vous. » Quoique sa voix se soit tue à jamais, nous entendrons encore Paul Morand dans 2 entretiens au cours desquels il évoque ces 2 séries de nouvelles qu'il groupa les unes sous le titre des Nouvelles des yeux, les autres sous celle des Nouvelles du cœur. Et lorsque vous écrivez quelque chose, en parlez-vous beaucoup, ou est-ce que vous attendez réellement que votre livre, que votre nouvelle soit écrite et terminée pour en parler, pour la discuter? Oui, oui. Oh, je ne la discute pas et je n'en parle jamais. À vous laisser la surprise à qui lira? Complètement. Est-ce qu'il vous est arrivé avec des amis alors de discuter une fois le livre imprimé, je ne sais pas, des amis qui seraient venus vers vous en vous disant « Ah non, cette fois je ne marche plus » ou « Je ne marche pas ». Très peu. Je crois que
C'est le cas à l'heure actuelle. Et c'est plutôt comique de lire dans Martin Dugard ou dans Gide la façon dont ils discutent très longuement de leur sujet et dont ils se lisent leurs livres. C'était une plaisanterie toujours que nous avions avec Giraudoux. Je me présentais comme un jeune auteur. Je lui disais « Laissez-moi vous lire mon ouvrage de l'esprit ». Et à quoi Giraudoux faisait toujours un 800 mètres pour montrer l'horreur que cette proposition allait lui faire. Et en réalité, nous ne parlions jamais de littérature, nous jouions au poker. Et c'est-à-dire que Giraudoux habitait chez mes parents quand j'étais en poste à l'étranger. Mais face au Quai d'Orsay, il y avait la Maison de la Presse, et c'est là où vous vous retrouviez. Alors c'est là que nous nous retrouvions, la Maison de la Presse, qui était un endroit assez curieux, où différents... Saint-Jean-de-Perse a publié ses premiers poèmes. Il y avait Jaloux, il y avait Miomandre, il y avait André Salmon, et c'était un espèce de Quai d'Orsay beaucoup plus vivant que l'autre. Oui, et vous vous y plaisiez beaucoup, mais ce qui me semble assez étonnant, c'est que vous nous parliez de Giraudoux, et en définitive, entre Giraudoux et vous, il n'y a aucune commune mesure. Vous semblez très opposés l'un de l'autre, si l'on regarde vos deux œuvres respectives. Oui, au début, j'ai certainement subi l'influence de Giraudoux, par exemple dans Tendance Stock, mais ça n'a pas duré parce que nous avons des natures absolument opposées. Je le regrette pour moi. Vous n'avez jamais parlé littérature avec Giraudoux, mais donc qu'est-ce que vous craindriez, les chapelles ou les clans littéraires? Vous m'avez toujours paru comme un solitaire un peu de la littérature. Eh bien, toute cette vie qui a fini en 1914, qui était une vie de salon littéraire, de café, est une chose qui a complètement cessé avec la guerre et qui a très peu repris après, car il y a 10 salons littéraires avant 1914, et il y en a 2 ou 3 entre 14 et 39, et pratiquement il n'y en a plus du tout maintenant. Maintenant, on se retrouve chez son éditeur. C'est un peu l'éditeur qui tient ça. C'est un peu l'éditeur. Je sais que je trouve Jouandeau si je vais après déjeuner chez Gallimard, presque tous les jours. Et est-ce qu'il y a un enrichissement à se retrouver entre écrivains, ou est-ce que réellement les styles sont tellement différents, les sensibilités tellement différentes, que cela ne vous apporte rien? Vous savez, on discute rarement les œuvres, mais on peut entre soi parler et avoir une espèce de long dialogue qui est interrompu, mais qui est un seul et même dialogue. C'est en somme la vie de Paris, qui est une chose qui a toujours existé depuis le Second Empire et qui probablement existait déjà sous Louis XIV. Vous avez choisi dans toutes vos œuvres celle qui vous plaisait le plus ou celle qui avait eu le plus de succès? Non, celle qui me plaisait le plus. Et j'ai commencé par les yeux. Je crois que les yeux, c'est un plaisir continuel et que si on a un certain don de description, on arrive à faire partager par le public. D'ailleurs, regardez à l'heure actuelle ce que nous avons sous les yeux, le lac, le Grammont, la dent du Midi par une matinée splendide, les poules d'eau qui flottent, les cygnes avec le vol nuptial. Eh bien, je crois que les yeux sont tout de même le plus grand plaisir qu'un être puisse éprouver. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les paysagistes sont beaucoup plus heureux que les peintres abstraits. Parmi vos nouvelles, on va les prendre un peu au hasard, j'ai retrouvé cette nouvelle qui m'avait beaucoup ému, que je ne connaissais pas comme nouvelle, que je connaissais comme film, c'était La mort du cygne. Pourquoi et comment avez-vous eu cette idée de promener vos lecteurs au sein même de l'Opéra de Paris? Eh bien, j'étais ami de Roucher qui, pendant 25 ans, était directeur de l'Opéra. Et il y avait ce qu'on appelait la baignoire de Roucher, qui était la baignoire à droite face à la Seine. Et nous savions tous notre génération qu'il n'y avait qu'à entrer, demander la baignoire de l'administrateur. Et c'était une espèce de club. Nous nous retrouvions là avec les 6 musiciens, avec Auric. Même, je me rappelle y avoir vu en Sermet. Et de là, nous passions sur le plateau et nous nous retrouvions les danseuses. Alors, c'est beaucoup cette atmosphère d'opéra dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ou 15 ans que j'ai voulu traduire La mort du cygne. Alors, parlons d'un tout autre monde, et ceci présente à nos auditeurs la diversité de votre livre. Si d'un côté, il y a le monde de l'Opéra de Paris,
D'un autre côté, à Vienne, beaucoup plus tôt, nous trouvons 3 attachés militaires, ou disons 3 soldats, 3 très jeunes hommes, qui sont en train de vivre en Vienne qui est de la Belle Époque, mais en fait je crois que la Belle Époque est éternelle à Vienne. Alors, comment arrivez-vous à sauter d'un lieu, d'une action à une autre et à changer totalement de décor? Est-ce que votre vie a été aussi multiple, que vous connaissiez autant de gens divers et autant de milieux divers? Mais oui, ma vie a été extrêmement multiple. J'ai traversé des tas de milieux comme on passe un cerceau de papier, et ce s'est fait avec des souvenirs d'enfance, viennent de ma jeunesse. J'avais entendu le vieux Pichon, qui était le ministre, et qui était à ce moment-là le ministre de France à Pékin, et qui avait subi les derniers jours de Pékin et les assauts des Boers. Et c'est avec ces récits vécus que j'ai fait le mien. Oui, mais ainsi, savoir écouter les autres, c'est peut-être alors une des premières qualités de l'écrivain? Oui, mais il ne s'agit pas seulement de les écouter, il s'agit d'être un magnétophone, et un magnétophone intelligent, n'enregistrant pas tout, mais enregistrant des choses importantes. Question de magnétophone mise à part, Paul Morand, il y a tout de même le travail qui est le vôtre, qui est d'écrire des nouvelles, mais en fait, ces nouvelles qui ont donné des livres comme Ouvert la nuit, des livres comme L'Europe galante, eh bien, ces nouvelles, est-ce que vous pouvez les écrire les unes à la file de l'autre, ou est-ce que c'est lorsque vous en avez écrit, disons, pendant 2 ans ou 3 ans, un certain nombre, que vous composez le volume? Oh, beaucoup plus que 2 ans et 3 ans, 10 ans et 20 ans. Je crois que la nouvelle est une sélection. C'est une sélection de l'esprit, ça peut être aussi une sélection, et doit être une sélection dans la librairie. Sélection, tout à fait d'accord. Ceci me fait penser quand même à une certaine sélection que vous avez faite, ce sont les personnages. Vous choisissez toujours les personnages dans un certain monde, dans un certain milieu. Pourquoi? Mais parce que c'est le milieu auquel je vis. J'aurais très volontiers fait des nouvelles avec des ouvriers ou des boxeurs si je les connaissais, mais je ne les connais pas aussi bien. J'aimerais maintenant que vous me parliez d'une nouvelle qui m'a fort surpris et qui doit terminer, si je ne fais erreur, les nouvelles des yeux. C'est une nouvelle que vous avez écrite d'après une lettre. Eh bien, Plaisir rénant, c'est une correspondance de Marie Laurencin avec son mari. Je possède la correspondance et j'ai trouvé que c'était une façon d'ouvrir une fenêtre sur cette Allemagne sans forme mais non sans couleur de l'époque de l'expressionnisme et de l'inflation. Et c'est ainsi que vous êtes parti d'une simple correspondance, enfin une correspondance qui n'était pas simple, pour broder et pour créer tout un décor et toute une vie. Oui, il faut toujours partir d'un endroit. Et comme disait Balzac, peu importe, vous prenez la nouvelle le début, vous la prenez par la peau du cou, vous la prenez par le milieu ou par la fin, mais ça n'a pas d'importance du moment que vous appréhendez le sujet. Et ce sujet, comment l'appréhendez-vous vous-même? Est-ce que vous arrivez très facilement à le cerner? Non, difficilement. Il s'agit d'enlever beaucoup de choses. Le roman, on met des choses, la nouvelle, on en enlève. Vous avez donc une nouvelle qui a donné naissance à un film, c'était La mort du cygne. Est-ce que vous voyez quand même un prolongement de la nouvelle jusqu'au cinéma, ou est-ce que vraiment c'est avec une certaine réticence que vous abandonnez ces nouvelles à d'autres moyens d'expression? Non, je crois que le cinéma est lié par des formules traditionnelles dont il faudrait se débarrasser et des contraintes extérieures qui sont, à mon avis, déplorables, car la plupart du temps, un bon sujet de cinéma est un très bon sujet de nouvelle. Lorsque vous voyez, par exemple, sur l'écran, une comédienne ou un comédien, disons surtout une comédienne à une certaine époque, qui est en train de vivre une histoire, est-ce qu'il ne vous apparaîtrait pas, je ne sais pas, dans votre imagination, que cette même comédienne pourrait en vivre une toute autre et que vous ayez l'idée d'écrire cette autre aventure qui surviendrait à cette jolie femme? Sans aucun doute, quand je vois d'extraordinaires actrices comme Flon ou Sirig, immédiatement, l'imagination se met en mouvement. Et est-ce que réellement, lorsqu'ensuite vous avez, je ne sais pas, ces actrices face à vous, ces actrices dans la vie, il n'y a pas comme une espèce de déception? Parce qu'en fait, une actrice est une très belle femme quand elle est sublimée par un texte, mais une fois dénudée de son texte, que reste-t-il à vous, l'écrivain qui l'a regardé? Oh ben ça dépend beaucoup de l'actrice. Si vous fréquentez parmi les personnes très âgées Madame Simone ou parmi les personnes d'âge moyen comme Marie Marquet et surtout Marie Belle, vous ne regrettez pas leur fréquentation et leur amitié, Dieu sait.
Une, entre autres, qui mérite une mention spéciale, c'est Madeleine Renaud. J'ai connu Madeleine Renaud sortant du conservatoire, jouant les soubrettes, jouant Marivaux, et je ne me doutais pas qu'après tant d'années, je trouverais un personnage aussi important et une grande actrice d'avant-garde. D'avant-garde maintenant lorsqu'elle joue Marguerite Duras. Ou Beckett. Ou Beckett. Et c'est assez surprenant, tout à fait d'accord. Mais il y a un mot qui m'a surpris également dans ce que vous disiez, Paul Morand, et je crois que c'est sur ce mot que nous allons conclure, c'est le mot amitié. Car me semble-t-il, en lisant vos nouvelles du cœur, vos nouvelles des yeux, il y a bien sûr tout l'amour du monde là-dedans, il y a surtout tout l'amour que vous avez pu vivre tout au long de votre vie, mais il y a surtout beaucoup d'amitié pour des êtres que vous avez beaucoup aimés. Beaucoup d'amitié, mais l'amitié demande un coup de foudre qui dure un siècle.
Je crois que les yeux, c'est un plaisir continuel et que si on a un certain don de description, on arrive à faire partager par le public. D'ailleurs, regardez à l'heure actuelle ce que nous avons sous les yeux, le lac, le Grammont, la dent du Midi par une matinée splendide, les poules d'eau qui flottent, les cygnes avec le vol nuptial. Eh bien, je crois que les yeux sont tout de même le plus grand plaisir qu'un être puisse éprouver. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les paysagistes sont beaucoup plus heureux que les peintres abstraits. En écoutant Paul Morand évoquer le paysage qu'il a devant les yeux, nous nous souviendrons que cet écrivain racé, grand voyageur et diplomate, avait choisi les bords du lac Léman pour un exil, laborieux, soulignons-le, puisque c'est à Vevey qu'il avait préparé ses souvenirs sur Coco Chanel, sorti récemment de presse, et un commentaire à la future publication des aventures d'un Vaudois aux Antilles, F.A.L. Dumoulin. Disparu voici quelques semaines au cours d'un séjour parisien, Paul Morand, loin d'y demeurer attaché, conservait cependant une certaine vision de l'autre siècle, celui de sa naissance, puisqu'il avait vu le jour en 1888. Ainsi en témoigne le compte-rendu plein d'humour et d'imprévus qu'il donnait lui-même d'une des premières courses de l'histoire de l'auto. C'est aujourd'hui le départ de Paris-Toulouse, m'écriai-je, réveillé par le bruit des poubelles vides sur le trottoir et aussi par un brouhaha inaccoutumé. Alors que d'habitude, j'attendais pour ouvrir les yeux les cris de la rue, aujourd'hui muette, Vitrier, j'ai de la cerise, la belle Valence, tonneau, tonneau, raccommodeur de porcelaine. Je descendis au coin de l'avenue des Champs-Élysées après m'être habillé en hâte. Juste à temps pour voir s'élancer de la place de la Concorde, 3 par 3, une au milieu et une sur chaque bas-côté, des voitures de course dont je reconnaissais aussitôt la marque. Le départ avait lieu devant l'hôtel que venait de louer l'Automobile Club, nouvellement constitué. Les starters, à l'instar des courses de chevaux, et malgré l'heure matinale, étaient en redingote et 8 reflets. Quelques curieux s'arrêtaient, grimpaient sur les bancs. « Voilà les chauffeurs !» criait-on. Les autos trépidants, le Conseil d'État venait de décider qu'on dirait un et non une auto, à la hauteur de la rue de Berry, en face de ma maison, et de l'Élysée Palace Hotel, commençaient à s'échelonner. Dietrich à radiateur nickelé, blanches et silencieuses serpolets à vapeur, Morse refroidis par ailettes, et déjà leurs vieilles adversaires, les redoutables Panhard Levasseur. Les 2 premières vitesses, qui assuraient une marche de 7 puis de 20 km à l'heure, étaient passées, et les plus hardis en étaient déjà à la 3e. Quant à la 4e, qui vous menait jusqu'à 40 km à l'heure, elle ne pouvait pas être risquée sur les Champs-Élysées, car les Champs-Élysées n'étaient pas assez longs pour se lancer. Je n'use presque jamais de cette dernière vitesse, déclarait un champion, excepté en plat, et seulement pour 3 ou 4 kilomètres. Et il ajoutait, au-dessus de 30 kilomètres, le danger commence. À l'Étoile, il y avait foule, c'est-à-dire 400 ou 500 personnes. L'auto n'était plus une spécialité d'ingénieurs comme les années précédentes, où des courses de consommation se disputaient entre le chalet du Sticle à Neuilly et l'usine de la Compagnie des Eaux à Suresnes. La France entière frissonnait d'une émotion démocratique et sportive. On abandonnait le cheval aux nationalistes, le crottin aux réactionnaires. On rencontrait encore trop peu de chauffeurs sur les grands chemins pour les traiter d'écraseurs.
Les sénateurs seuls protestaient, demandaient en vain au ministère de l'Intérieur d'interdire ces jeux de cirque, disant à la tribune qu'il faudrait bientôt prévoir des cimetières spéciaux pour automobilistes le bord des routes. L'automobile à pétrole était réservée au tourisme. Valérie Larbaud me disait un jour « Les automobilistes appartenaient comme à une seule grande famille, et quand on se croisait sur les routes, on se saluait. » Dans Paris ne circulaient en 1900 que les voitures électriques, des coupés criégères, énormes chars ravissants et silencieux, conduits par des cochers depuis peu transformés en chauffeurs, ayant gardé le chapeau haute forme à cocarde sur la tête. Les marchands de chevaux, Bartlett, Chéry, Le Tattersall, tous habitaient mon quartier, regardaient avec mépris ces véhicules malodorants qui peu à peu allaient les éliminer sans qu'ils s'en doutassent et les rejeter au-delà de l'étoile du côté de Neuilly. « C'est une folie qui passe, disait-il. » On leur répondait, nous, les jeunes, avec mépris, aveugles. Par opposition au faubourg, qui se détournait avec dédain des voitures à pétrole en disant « c'est sale et ça ne marche pas », le gouvernement s'intéressait à l'invention nouvelle et le général Brugère se montrait aux grandes manœuvres de Beauce en serpolet. On voyait le roi des Belges, souverain d'idées avancées, s'installer, lui et sa belle barbe en éventail, dans une auto de chez Charon. Et le baron Henri de Rothschild roulait dans une 32 chevaux rouge de marque allemande. Le prince de Galles se faisait conduire à Versailles et on revenait sain et sauf, disaient les journaux. Millerand, ministre du Commerce, emmenait Loubet en auto pour inaugurer l'exposition de 1900. Ce sport nouveau satisfait un besoin antique et constant de vagabondage, concluait Barrès avec résignation. L'union demeurait étroite entre la bicyclette et l'auto. Déjà, les premiers champions vieillissants des vélodromes, Farman, Charon, passaient d'un métier à l'autre. Ce matin, on les reconnaissait, on les acclamait au passage. Mon favori, c'était Gobron, sur sa voiture à alcool. Je ne fus partisan des morses que plus tard. On se montrait Genazzi sur la Jamais Contente, car les automobiles avaient des noms. Sur la Jamais Contente et la dernière création de l'année, la voiturette fin de siècle, le poney automobile à 15 000 francs, comme disaient les journaux. Les vieux se divisaient en Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Nous autres, les enfants, en partisans de la voiture à vapeur et de la voiture à alcool. Quant à l'électrique, on allait l'abandonner car il fallait recharger les accumulateurs tous les 100 km. Le chevalier de Knif tenait sa direction, nommée Bar, entre ses bas noirs à revers écossais et il avait vraiment belle allure sur sa 6 chevaux Panhard de course. La semaine précédente, j'avais été aux essais à la côte de Picardie. J'avais vu Levègue piloter une des premières 4 cylindres. On l'apercevait, dominant de toute sa hauteur son taco, comme disait Proust, qui lui arrivait aux genoux, sa peau de bique hérissée par le vent, cachée dans son passe-montagne, derrière ses terrifiantes lunettes noires. À ses pieds, accroupi sur l'aile de cuir, au-dessus de la roue à rayons de bois, un mécanicien jouait d'une grosse trompe de cuivre, comme les dauphins des fontaines romaines de leur conque, et chacun leur faisait passage. Au ravitaillement, les coureurs s'arrêtaient soit pour remplir d'eau leur radiateur, car leur voiture était grande buveuse, soit pour prendre l'apéritif à la mode, le boère, soit pour mettre une goutte d'alcool dans les brûleurs, soit pour réparer la chaîne qui sautait fréquemment hors du pignon, soit pour resserrer les écrous qui, dans une quinzaine de kilomètres, commenceraient à jouer. On crevait beaucoup, on éclatait au soleil, on se tamponnait et on finissait souvent le parcours en chemin de fer. La route était jonchée de casquettes, de lunettes perdues, de pneus anéantis, de soupapes cassées, de pompes à huile et de roues brisées. Les records tombaient drus à chaque coup, et sous les tonnelles de la route, à Saint-Cloud, au père Otto ou à la belle cycliste, c'était du délire. Comme Paul Claudel, Darius Milhaud et Alexis Léger, prix Nobel de littérature sous le nom de Saint John Perse, Paul Morand s'était, à l'époque où les Cambon et les Berthelot en étaient les grands animateurs, consacré au monde diplomatique. Condisciple de Saint John Perse dans sa préparation à la carrière, Paul Morand s'est souvenu de l'angoisse de ce dernier d'avoir à demeurer au Quai d'Orsay, c'est-à-dire s'attarder dans l'administration, ou prendre les routes de l'étranger pour rejoindre un poste dans une ambassade lointaine.
En préparant le concours des affaires étrangères en 1913, il s'était présenté en même temps que moi. Je le vois encore entrer avec cette allure singulière qu'il avait, qui n'a pas du tout vieilli, du moins d'expression, et je le retrouverai exactement avec la même chose, avec sa mèche de cheveux très noire à travers le front, son teint basané, son regard extrêmement profond qui s'attache à vous et surtout aux femmes en descendant au plus profond de vous-même et en restant, après la phrase terminée, réfléchissant profondément à ce que vous avez dit. Il était ami de Francis Jammes, de Claudel et de Berthelot. Il se présenta au concours des affaires étrangères en même temps que moi et ne fut pas reçu car il avait mal préparé son concours. Entre autres, il avait un manuel de droit qui, comme vous savez, se termine généralement par des tableaux synoptiques. Quand on n'a pas le temps d'étudier, on étudie simplement les tableaux synoptiques. Or, il était sur un bateau, le tableau synoptique s'était envolé en l'air et justement, il fut interrogé sur la partie que les mouettes avaient dévorée. Et par la suite, alors, il s'est bien rattrapé. Par la suite, il s'est rattrapé et il a été employé, je crois, pendant 2 ou 3 ans au service de la presse étrangère, aux affaires étrangères. Et puis, comme c'était désagréable, il était comme moi dans une situation militaire, de genre service auxiliaire, et malgré tout en étant naturellement parfaitement en règle, c'était désagréable pour un homme jeune d'être à Paris en 1916. Et alors, il est parti, envoyé par Philippe Berthelot, qui était le chef de la direction politique, il l'a envoyé à Pékin. Et je me rappelle très bien un déjeuner d'adieu chez Larue que nous avons donné en octobre 1916, au moment où il partait comme 3e secrétaire. Et il disait, la vie est courte, laissez-moi, je l'entends encore, être dupe de mes plaisirs, de mes travaux. Ne me laissez pas dans cette vie parisienne, je veux voir l'Asie. Eh bien, il nous parla à ce moment-là beaucoup de cette enfance merveilleuse, cette enfance antillaise qu'il avait connue, l'éruption du mont Pelée, à la suite de quoi son père était parti pour l'Europe. Il a parlé de Saint-Léger-des-Feuilles, où il était né, près de la Martinique, de l'îlot, qui est un îlot au nord de Pointe-à-Pitre. Il parlait du Rhum, de la forme et du gréement des yachts, de la supériorité de la goélette, de tout, de Claudel, des fourmis du Gabon. Et c'était vraiment une espèce d'atmosphère de voyage qui prenait tous les convives à l'entendre parler. Délégué par le Quai d'Orsay dans plusieurs postes, notamment à Berne et à Bucarest, Paul Morand conduit de pair avec ses activités officielles une carrière d'écrivain qui se fera remarquer dans des ouvrages de dépaysement, tels Ouvert la nuit, d'histoire, par exemple son Fouquet, ou des nouvelles et des romans, comme Le Flagellant de Séville, œuvre à laquelle Paul Morand demeurait très attaché. Son goût pour la littérature remonte en réalité à ses jeunes années parisiennes, et à l'époque où il fréquentait l'antre de la Nouvelle Revue Française, sanctuaire du monde littéraire et du monde tout court, où il avait fait la connaissance d'un personnage qui allait dès lors le fasciner, Marcel Proust. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à mes débuts, Proust était un homme qui n'était aimé, connu que par un tout petit groupe de, comment dirait-on, un sophisticated set, very sophisticated set. C'était le ministre Robert de Billy, c'était les frères Emmanuel et Antoine Bibesco, c'était Guillaume de Loris, c'était Salignac-Fénelon et c'était le frère de Léon Blum, René Blum. Alors, ce sont des gens évidemment qui avaient une audience, mais une audience limitée. À part ça, j'ai connu les littérateurs célèbres à la fin de leur vie, vers 1920. J'ai connu Madame de Noailles, Montesquieu, Barrès, Boislèvre, Henri Drégnier, Gérard Douville. Eh bien, pour tous ces gens-là, Proust était un petit chroniqueur mondain du Figaro qui n'avait pas beaucoup d'importance. Et puis, je me suis trouvé à Caen, au 36e d'infanterie, en 1909 et 1910. J'allais passer mes vacances, mes week-ends à Oulgat. Et à Oulgat, c'était un milieu, chez Georges Honchel, qui était un collectionneur, c'était le milieu de Calmette et du Figaro. Il y avait la Calmette, il y avait là quelquefois Capu, il y avait Marcel Ballot, qui était l'ami de Calmette, et des amis d'enfance de Proust. Eh bien, pour tous ces gens-là, Proust, évidemment, non plus n'avait pas d'importance. Jamais je n'ai entendu Calmette prononcer le mot de Proust, alors que Proust, n'est-ce pas, parlait de Calmette comme un personnage de Paris extrêmement important.
C'est pour vous montrer que, et dans le monde, et dans ce milieu-là, et comme vous le savez, c'est de notoriété publique, dans la NRF, ils étaient anti-Salonard, ils avaient refusé Proust, ils avaient refusé Proust qui avait été obligé d'aller chez Grasset, ni même chez Grasset, où le poulain de Grasset, c'était Giraudoux. Jamais on ne m'a parlé de Proust avant 1914, il était édité à compte d'auteur, ça ne comptait pas. Hein. Et puis alors, c'est pour vous dire, sans vanité, mais que c'est vraiment à notre génération, à la génération des jeunes, qu'on doit la révélation de Proust, sauf une exception, Léon Daudet. Mais Léon Daudet l'avait connu par Lucien Daudet, et Lucien Daudet l'avait connu par ce petit groupe de Cocteau, de Lacretelle, d'Henri Bardac, de Jacques Porel, etc., qui tout à coup avons trouvé que c'était la grande chose. Nous avons tout à l'heure évoqué son Fouquet. Voici comment le célèbre ministre de Louis XIV lui était apparu et ce qu'il pensait de la grandeur du maître du château de Vaux, dont on sait qu'il fut considéré comme un défi au futur propriétaire de celui de Versailles, le roi Soleil. J'ai voulu faire œuvre non pas d'historien, mais de moraliste, et montrer, bien que moraliste soit un très gros mot, et montrer l'opposition vivante, toujours vivante, qu'il peut y avoir entre des caractères aussi opposés que Fouquet d'une part, Louis XIV et Colbert de l'autre. Fouquet est né dans une espèce de jungle qui était l'époque Louis XIII, où tout poussait librement, en largeur et en hauteur, et un fouillis inextricable, où tout à coup est arrivé en 1661 un énorme bulldozer qui était Louis XIV et qui est passé là-dedans pour faire des allées et pour faire des jardins à la française et pour abattre tout ce qui était plus haut que lui ou qui risquait de l'être. Et c'est ainsi que vous vous êtes attaché à Fouquet. Mais alors, pourquoi Fouquet? Est-ce que c'est un personnage que vous suiviez depuis très longtemps, un personnage qui vous passionnait? Non, mais il m'a semblé tout à fait représentatif de l'époque qui précédait la monarchie absolue. Alors, il m'a semblé que du contraste entre ces deux régimes, entre ces deux hommes, ou entre ces deux générations, entre la Fronde et le régime de pouvoir absolu, naissait un certain élément dramatique que j'ai essayé de dégager. Élément dramatique, dites-vous, conflit des générations, certes, mais n'est-ce pas peut-être la défense de l'art, la défense de la littérature qui exprime l'homme que vous avez voulu expliquer et défendre? Bien sûr. Une chose qui m'a frappé, c'est qu'un homme qui était l'ami de La Rochefoucauld, de Madame de Sévigné, de La Fontaine, de Molière, de Corneille, ne pouvait pas être un homme de second plan. C'était évidemment un homme merveilleux, avec du charme, c'est-à-dire une chose qui se perd dès qu'on est mort, mais qui a agi puissamment sur les contemporains. Tout à l'heure, nous avons souligné que de toute son œuvre, Paul Morand retenait Le Flagellant de Séville, roman paru en 1960. Interrogé sur le Flagellant de Séville par Albert Zbinden, Paul Morand décrit l'argument de son roman. Le Flagellant de Séville est conçu sous le signe de Goya. Il se situe à l'époque de Goya, ce peintre qui est de tous les temps, mais qui connaît en ce moment, vous avez vu les derniers livres, le livre de Malraux, le livre de Valentin, connaît un regain de faveur. Cette exposition de Goya à Bordeaux, qui en ce moment groupe des ouvrages des œuvres tout à fait étonnantes et souvent inconnues. Eh bien, le Flagellant de Séville a été inspiré par les malheurs, les désastres de la guerre, et en général, toutes les eaux fortes et les tableaux de Goya se rattachant au début du XIXe siècle. Cette fin du XVIIIe siècle a été une fin très éclairée, c'est le règne de Charles III et de Charles IV, où l'Espagne était très ouverte. Ce fut le cas pour Goya, pour la duchesse d'Albe et pour tous les ministres de l'époque, très ouverte aux idées françaises de la fin du XVIIIe, aux idées européennes, plus exactement. Eh bien, mon héros, qui s'appelle Don Luis, est un Sévillan très éclairé, qui a été élevé dans ses idées nouvelles et qui se rallie avec enthousiasme à Napoléon quand les armées françaises entrent en Espagne. Il est décidé à l'aider dans sa mesure modeste et provinciale, mais enfin à l'aider à faire l'Europe. Mais ça ne va pas tout seul, il est en lutte avec une famille retardataire et la mésentente s'accroît entre elle et lui.
La première victime en sera sa femme, Maria Soledad, qui est prise entre l'amour de son mari et ses attaches de famille, qui est, comme je vous dis, une famille vieux style, provinciale, et qui n'admet pas du tout que l'occupation ait ses bons côtés. L'occupation française se fait de plus en plus dure. La guérilla, comme vous savez, se raidit. Il y a des scènes atroces que j'ai essayé de détruire, dont le sac de Cordoue, la capitulation de Bailén. Et les partisans être un partisan des Français devient pour un Espagnol finalement absolument intenable. Don Luis, mon héros, le sent. Les hasards de la guerre, en plus, le séparent de sa femme. Et celle-ci, loin de subir l'influence de son mari, se met à subir d'autres influences qui approfondissent le fossé entre elle et lui. Lui s'en est très inquiet, puis il en est très jaloux d'un de ses cousins notamment, qui est un espagnol traditionnaliste et qui s'appelle Blas, tellement qu'à la fin, à des fins sentimentales, il utilise sa position officielle auprès des Français, qui va même jusqu'à entrer dans la police pour pouvoir surveiller sa femme. À la suite d'une suite d'événements malheureux, il est à la base d'un massacre de partisans espagnols où se trouve sa femme et il est indirectement, mais absolument, cause de sa mort. Alors désespéré, il quitte l'Espagne avec les armées françaises en retraite. Le début de l'action se passe avec l'arrivée des Français en 1808 et la fin de l'action se passe en 1814. Il se fixe à Bordeaux, où se trouvent tous les exilés de l'Ancien Régime, où il connaît Goya, et il restera là pendant 10 ou 15 ans, jusqu'au moment de revenir à Séville. Il n'y revient que pour entrer dans une confrérie de flagellants, c'est-à-dire de disciplinaires religieux, et là, il considère toute sa vie manquée, désespérée, et il se transforme en un homme qui entre dans une espèce de cloître laïque. Car Séville n'est pas seulement qu'une ville de joie, c'est ce que j'ai voulu montrer, c'est aussi une ville mystique et douloureuse, tout autant que d'autres villes espagnoles comme Tolède, par exemple. Donc on peut dire une page d'histoire extrêmement heurtée, bouleversée, peut-être au même titre que l'Italie de la même époque, celle que Stendhal par exemple met en scène dans La Chartreuse de Parme. Oh oui, mais beaucoup plus atroce. D'ailleurs, ça a été une des grandes erreurs de Napoléon. Il a cru qu'il disait toujours « Je réduirai le peuple espagnol comme j'ai réduit la canaille en Italie ou comme j'ai réduit les fellahs d'Égypte. » Eh bien, il est tombé sur un autre peuple, et pour la première fois, il a eu affaire aux partisans. Si vous ajoutez à ça les difficultés stratégique. L'Espagne est un pays de couloirs, depuis Ronzeau et la chanson de Roland jusqu'à Bailén, qui est un autre couloir, et Napoléon, qui avait le sens des grands enveloppements par les ailes et des grands mouvements, qui ne trouvait que dans les plaines d'Europe, a échoué totalement en Espagne. L'Espagne lui faisait horreur, et chaque fois qu'il y avait un dossier sur son bureau avec affaires d'Espagne, il l'éloignait, il ne l'ouvrait jamais. Eh bien, il sentait probablement inconsciemment que l'Espagne était à la base de sa défaite.
Nous l'avons entendu, Paul Morand, dans Le Flagellant de Séville, s'attache à dépeindre des personnages historiques. Il explique comment, avant lui, il est souvent arrivé à des écrivains de puiser dans la réalité parfois cruelle de l'histoire la figure originale de leur héros. Le roman, lorsqu'on veut le mêler à l'histoire, s'accommode mieux d'une période agitée de l'histoire. Ça crée un cadre où les passions peuvent trouver à s'inscrire Mais oui, avec plus de... C'est tout à fait juste, n'est-ce pas? d'acuité, n'est-ce Étant pas donné que la littérature vit de contraste, eh bien vous avez ce contraste étonnant dans La guerre et la paix, où les hommes meurent et s'assassinent dans la neige, sont ensanglantés, et au chapitre suivant, on prend le thé auprès d'un samovar bouillant dans un salon de Pétersbourg. Donc l'histoire n'est pas pour vous simplement un cadre, n'est-ce pas, sur lequel viennent s'inscrire vos personnages, mais c'est un personnage lui-même. C'est un personnage lui-même, absolument. Bien. Absolument. Mais encore, j'aimerais que vous nous précisiez votre position vis-à-vis de l'histoire. Vous faites intervenir des personnages historiques, n'est-ce pas, qui ont existé donc comme tels dans l'histoire. Est-ce que vous en respectez la figure et Ah oui, je crois qu'il faut absolument tâcher de renouveler dans le style une figure légendaire. Mais vous trouvez Rostopchine dans Tolstoï, Napoléon dans plusieurs romans et nouvelles de Balzac, des généraux célèbres dans le début de la Chartreuse de Parme, et il n'y a aucune raison de ne pas utiliser ces sources historiques. Oui, au même titre qu'on utilise grands exemples historiques. Au même titre qu'on utilise la mythologie et les grands héros mythologiques. Exactement, vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Mais seulement nous le faisons tout de même avec un recul d'un siècle. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible? C'est une question tout à fait subsidiaire que je vous pose. C'est très difficile. Utiliser des personnages vivants maintenant pour en faire un... Ah non, je crois que dès qu'on a utilisé des personnages vivants... on n'a pas réussi. Je crois que le minimum, c'est ce qu'on voit avec Balzac, c'est 30 ans. Il faut 30 ans de recul pour qu'un personnage se détache. Vous me direz que pendant ces 30 ans, alors on risque un autre danger, c'est que le personnage entre dans la légende et soit faussé également par le temps. Mais je considère qu'à part le journal, le document brut, c'est très mauvais de commencer un roman trop tôt, le nez sur l'événement. Et ce ne serait plus un roman historique, car enfin l'histoire, c'est le passé. L'histoire, c'est le passé, mais enfin le passé, nous le faisons tous les jours. C'est déjà de l'histoire, ce qui s'est passé. Le petit déjeuner du matin, c'est déjà de l'histoire. C'est encore à l'histoire et à son fantastique que Paul Morand vouait son talent en faisant paraître en 1963 La Dame Blanche. À l'époque de la sortie de son ouvrage, Antoine Liviot l'interrogeait. La Dame Blanche est un personnage fantastique qui revient à travers la veille de la mort des Habsbourg. Et je ne traite que des Habsbourg à partir du XIXe siècle, mais elle est revenue pour Marie-Louise, elle est revenue pour Rodolphe, elle est revenue pour l'impératrice Élisabeth. Mais comment expliquer cette présence dans la vie des Habsbourg? Était-ce un rêve, une mythomanie? Oui, c'était un rêve, évidemment. Elle a disparu en même temps que la dynastie. Mais pourquoi avoir choisi les Habsbourg, en fait? Est-ce parce que vous vivez en Suisse et que les Habsbourg ont un certain rôle dans l'histoire de la Suisse? Non, l'éditeur Robert Laffont va publier toute une collection qui s'appelle L'amour et la couronne. Et alors, il m'a demandé d'ouvrir sa collection par les Habsbourg. Alors, les Habsbourg, je les connaissais comme tout le monde, mais de plusieurs côtés, il m'a semblé qu'il y avait... Enfin, ils sont entrés dans ma vie par différents côtés. D'abord, j'ai vécu les dernières années à Madrid d'Alphonse XIII et j'ai vu ce qui restait de ce qu'on appelait à Vienne le protocole espagnol. J'ai été à Madère et j'ai vu le dernier Habsbourg dans cette petite église où il est enterré. J'habite la Suisse où les Habsbourg puisent leur origine, puisque leur château existe encore dans les environs de Lurie. Vienne n'est pas loin et j'y ai pas mal vécu aussi. J'ai assisté, quand j'étais au cabinet de Briand, comme jeune homme, aux tentatives de paix séparée en 1917 entre les Habsbourg et les Alliés.
Et tout ça m'a donné l'envie d'étudier cette dynastie extraordinaire qui a duré 1000 ans et qui est vraiment la fin de la féodalité européenne, car la féodalité a fini en 1916. Il faut penser, il n'y avait pas d'Autrichiens, il y avait des sujets des Habsbourg-Lorraine, puisqu'il ne s'appelait plus Habsbourg, et depuis François de Lorraine, il s'appelait les Habsbourg-Lorraine. Mais Paul Morand, lorsqu'on vous a proposé d'écrire justement ce livre sur les Habsbourg, quel fut votre travail? Retrouver vos notes précédentes ou faire un réel travail d'historien? Non, ce n'est pas un travail d'historien, parce que je ne vais jamais aux sources, n'est-ce pas? Je n'ai pas feuilleté tout ce qu'il y a à lire sur cette formidable dynastie des Habsbourg, mais en causant avec des Viennois, notamment sur la fin de Rodolphe, sur l'impératrice Élisabeth, j'ai fini par avoir une notion, je crois, assez vivante de ce qu'ont été les derniers Habsbourg. Une fois encore, c'est votre mémoire qui est en jeu, et c'est le fruit de la discussion qui vous donne en quelque sorte l'étincelle pour un roman. Oui, certainement, car c'est un roman extraordinaire. On m'a demandé de parler de l'amour chez les Habsbourg. Alors j'ai tout de suite dit à l'éditeur, ne vous attendez pas à des amours clandestines, extraordinaires, bizarres et baroques. Ce sont des gens qui ont vécu dans l'amour conjugal. Alors évidemment, l'amour conjugal, c'est pas très amusant pour les lecteurs de magazines. Mais j'ai fini par rendre ça, sinon amusant, du moins assez curieux. Tous les rapports avec Madame Schratt, qui sont de François-Joseph avec Madame Schratt, qui sont tout à fait autre chose que les gens imaginent. Quoi qu'il en soit, Paul Morand, vos lecteurs ne sont pas des lecteurs de magazines que je sache, mais alors là, un principe, ne croyez-vous pas qu'il est assez surprenant que des enfants d'une république, comme les Français ou comme les Suisses, même d'une démocratie, soient ainsi attirés par la couronne et par les amours d'un prince ou d'un roi ou d'un empereur? Oh, bon, on était toujours attiré par ce qui est très loin. Oui, mais est-ce si loin que cela? Vous avez dit précisément que les Habsbourg étaient en quelque sorte, non pas nos ancêtres, mais nos grands-parents, presque. Ce n'est pas loin, mais ce sont des grands-parents, mais c'est fini. Il y a un monde entre les deux, et un monde, un abîme que rien ne comblera plus. Et précisément, votre livre, en quelque sorte, essaye de dresser un pont, de construire un pont entre le passé tout proche, et aujourd'hui. Alors, comment l'avez-vous écrit? Est-ce que cela vous a posé, à vous, en tant que romancier, des problèmes? Est-ce qu'il a fallu, vous n'avez pas recherché, vous n'avez pas fait d'études, mais enfin, il a fallu tout de même renouer entre le passé et aujourd'hui? Eh bien, j'ai lu ce qu'il y avait à lire sur chacun des personnages, sur le duc de Reichstadt, sur Marie-Louise, et sur etc., etc. Et puis, une fois que j'ai refermé les livres, je me suis dit, comment est-ce que le personnage m'apparaît? Et alors, à ce moment-là, j'essaie de le recréer avec une vie que je lui donne et qui n'est pas la vie des autres.
Il n'est pas possible d'évoquer, comme nous venons de le faire, certains aspects de l'œuvre de Paul Morand et de sa vie, sans oublier les reproches qui lui furent faits par le chef de la France libre de ne pas s'être rallié à Londres. Ces reproches, soulignons-le, lui vaudront d'avoir à attendre 1968, c'est-à-dire l'âge de 80 ans, pour revêtir l'habit vert et entrer à l'Académie du Quai Conti. Sans jamais faire l'aveu que cette mise à l'écart l'ait d'une manière ou d'une autre atteint, il n'en demeure pas moins que l'exil volontaire de Paul Morand à Vevey comportait de sa part l'idée de montrer dans quelle mesure il cherchait non pas à échapper à son destin ou à se camper dans une attitude de distance froide, mais à préserver avant tout ce qu'il y avait en lui d'humain, c'est-à-dire d'intouchable, quant à cette histoire de l'immédiat que représente la politique. Homme de contact et de curiosité, Paul Morand a préféré aux joutes d'un engagement quelconque la recherche précieuse de son propre passé et du passé tout court, pour en tirer jusqu'à leur extrémité la sublime leçon. Nous avions dit en commençant cet hommage que ces derniers séjours veuvaisans avaient été consacrés à la publication de ses souvenirs sur Coco Chanel, ainsi qu'à un travail de recherche sur la vie du citoyen vaudois de l'Ancien Régime, F.A.L. Dumoulin, lui-même natif de Vevey, vie qui, soulignons-le, s'était en majeure partie déployée à l'île de la Grenade. Le souci de reconstituer ce que Dumoulin avait écrit et peint, car Dumoulin fut avant tout un peintre, sur les engagements entre les flottes navales de la Grande-Bretagne et de la France pour la conquête des Antilles, fut telle chez Paul Morand qu'il souhaita, presque nonagénaire, d'entreprendre un périple antillais pour retrouver les lieux où avait vécu son nouvel héros. La faculté lui ayant interdit ce voyage, Paul Morand n'en avait pas moins, avec une rare imagination, reconstitué à partir d'une documentation très faible, l'histoire fabuleuse de Dumoulin. La preuve qu'il tenait à tout prix à demeurer l'écrivain lucide d'Ouvert la nuit apparaît dans ce qu'il disait dans une lettre quelques semaines avant sa mort à des amis d'Yverdon. « Je ne souhaite qu'une chose, c'est partir d'un coup. Je n'aime pas les bourreaux qui s'y reprennent à plusieurs fois pour vous décoller. » Quoique sa voix se soit tue à jamais, nous entendrons encore Paul Morand dans 2 entretiens, au cours desquels il évoque ces 2 séries de nouvelles qu'il groupa les unes sous le titre des Nouvelles des yeux, les autres sous celle des Nouvelles du cœur. Et lorsque vous écrivez quelque chose, en parlez-vous beaucoup, ou est-ce que vous attendez réellement que votre livre, que votre nouvelle soit écrite et terminée pour en parler, pour la discuter? Oui. Oh, je ne la discute pas et je n'en parle jamais. À vous laisser la surprise à qui lira? Complètement. Est-ce qu'il vous est arrivé avec des amis, alors de discuter une fois le livre imprimé, je ne sais pas, des amis qui seraient venus vers vous en vous disant « Ah non, cette fois je ne marche plus ou je ne marche pas ». Très peu. Je crois que c'est le cas à l'heure actuelle. Et c'est plutôt comique de lire dans Martin Dugard ou dans Gide la façon dont ils discutent très longuement de leur sujet et dont ils se lisent leurs livres. C'était une plaisanterie toujours que nous avions avec Giraudoux. Je me présentais comme un jeune auteur, je lui disais « Laissez-moi vous lire mon ouvrage de l'esprit ». Et à quoi Giraudoux faisait toujours un 800 mètres pour montrer l'horreur que cette proposition allait lui faire. Et en réalité, nous ne parlions jamais de littérature, nous jouions au poker. Et c'est-à-dire que Giraudoux habitait chez mes parents quand j'étais en poste à l'étranger.
Mais face au Quai d'Orsay, il y avait la Maison de la Presse, et c'est là où vous vous retrouviez. Alors c'est là que nous nous retrouvions, la Maison de la Presse, qui était un endroit assez curieux, où différents... Saint-Jean-de-Perse a publié ses premiers poèmes. Il y avait Jaloux, il y avait Miomandre, il y avait André Salmon, et c'était un espèce de Quai d'Orsay beaucoup plus vivant que l'autre. Oui, et vous vous y plaisiez beaucoup, mais ce qui me semble assez étonnant, c'est que vous nous parliez de Giraudoux, et en définitive, entre Giraudoux et vous, il n'y a aucune commune mesure. Vous semblez très opposés l'un de l'autre, si l'on regarde vos deux œuvres respectives. Oui, au début, j'ai certainement subi l'influence de Giraudoux, par exemple dans Tendance Stock, mais ça n'a pas duré parce que nous avons des natures absolument opposées. Je le regrette pour moi. Vous n'avez jamais parlé littérature avec Giraudoux, mais donc qu'est-ce que vous craindriez, les chapelles ou les clans littéraires? Vous m'avez toujours paru comme un solitaire un peu de la littérature. Eh bien, toute cette vie qui a fini en 1914, qui était une vie de salon littéraire, de café, est une chose qui a complètement cessé avec la guerre et qui a très peu repris après, car il y a 10 salons littéraires avant 1914, et il y en a 2 ou 3 entre 14 et 39, et pratiquement il n'y en a plus du tout maintenant. Maintenant, on se retrouve chez son éditeur. C'est un peu l'éditeur qui tient ça. C'est un peu l'éditeur. Je sais que je trouve Jouandeau si je vais après déjeuner chez Gallimard, presque tous les jours. Et est-ce qu'il y a un enrichissement à se retrouver entre écrivains, ou est-ce que réellement les styles sont tellement différents, les sensibilités tellement différentes, que cela ne vous apporte rien? Vous savez, on discute rarement les œuvres, mais on peut entre soi parler et avoir une espèce de long dialogue qui est interrompu, mais qui est un seul et même dialogue. C'est en somme la vie de Paris, qui est une chose qui a toujours existé depuis le Second Empire et qui probablement existait déjà sous Louis XIV. Vous avez choisi dans toutes vos œuvres celle qui vous plaisait le plus ou celle qui avait eu le plus de succès? Non, celle qui me plaisait le plus. Et j'ai commencé par les yeux. Je crois que les yeux, c'est un plaisir continuel et que si on a un certain don de description, on arrive à faire partager par le public. D'ailleurs, regardez à l'heure actuelle ce que nous avons sous les yeux, le lac, le Grammont, la dent du Midi par une matinée splendide, les poules d'eau qui flottent, les cygnes avec le vol nuptial. Eh bien, je crois que les yeux sont tout de même le plus grand plaisir qu'un être puisse éprouver. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les paysagistes sont beaucoup plus heureux que les peintres abstraits. Parmi vos nouvelles, on va les prendre un peu au hasard, j'ai retrouvé cette nouvelle qui m'avait beaucoup ému, que je ne connaissais pas comme nouvelle, que je connaissais comme film, c'était La mort du cygne. Pourquoi et comment avez-vous eu cette idée de promener vos lecteurs au sein même de l'Opéra de Paris? Eh bien, j'étais ami de Roucher qui, pendant 25 ans, était directeur de l'Opéra. Et il y avait ce qu'on appelait la baignoire de Roucher, qui était la baignoire à droite face à la Seine. Et nous savions tous de notre génération qu'il n'y avait qu'à entrer, demander la baignoire de l'administrateur. Et c'était une espèce de club. Nous nous retrouvions là avec les 6 musiciens, avec Auric. Même, je me rappelle y avoir vu en Sermet. Et de là, nous passions sur le plateau et nous retrouvions les danseuses. Alors, c'est beaucoup cette atmosphère d'opéra dans laquelle j'ai vécu pendant 10 ou 15 ans que j'ai voulu traduire La mort du cygne. Alors, parlons d'un tout autre monde, et ceci présente à nos auditeurs la diversité de votre livre. Si d'un côté, il y a le monde de l'Opéra de Paris, d'un autre côté, à Vienne, beaucoup plus tôt, nous trouvons 3 attachés militaires, ou disons 3 soldats, 3 très jeunes hommes, qui sont en train de vivre un Vienne qui est de la Belle Époque, mais en fait, je crois que la Belle Époque est éternelle à Vienne. Alors, comment arrivez-vous à sauter d'un lieu, d'une action à une autre et à changer totalement de décor? Est-ce que votre vie a été aussi multiple, que vous connaissiez autant de gens divers et autant de milieux divers? Mais oui, ma vie a été extrêmement multiple. J'ai traversé des tas de milieux
comme on passe un cerceau de papier, et ce s'est fait avec des souvenirs d'enfance, viennent de ma jeunesse. J'avais entendu le vieux Pichon, qui était le ministre, et qui était à ce moment-là le ministre de France à Pékin, et qui avait subi les derniers jours de Pékin et les assauts des Boers. Et c'est avec ces récits vécus que j'ai fait le mien. Oui, mais ainsi, savoir écouter les autres, c'est peut-être alors une des premières qualités de l'écrivain? Oui, mais il ne s'agit pas seulement de les écouter, il s'agit d'être un magnétophone, et un magnétophone intelligent, n'enregistrant pas tout, mais enregistrant les choses importantes. Question de magnétophone mise à part, Paul Morand, il y a tout de même le travail qui est le vôtre, qui est d'écrire des nouvelles, mais en fait, ces nouvelles qui ont donné des livres comme Ouvert la nuit, des livres comme L'Europe galante, eh bien, ces nouvelles, est-ce que vous pouvez les écrire les unes à la file de l'autre, ou est-ce que c'est lorsque vous en avez écrit, disons, pendant 2 ans ou 3 ans, un certain nombre, que vous composez le volume? Oh, beaucoup plus que 2 ans et 3 ans, 10 ans et 20 ans. Je crois que la nouvelle est une sélection. C'est une sélection de l'esprit, et ça peut être aussi une sélection, et doit être une sélection dans la librairie. Sélection, tout à fait d'accord. Ceci me fait penser quand même à une certaine sélection que vous avez faite, ce sont les personnages. Vous choisissez toujours les personnages dans un certain monde, dans un certain milieu. Pourquoi? Mais parce que c'est le milieu auquel je vis. J'aurais très volontiers fait des nouvelles avec des ouvriers ou des boxeurs si je les connaissais, mais je ne les connais pas aussi bien. J'aimerais maintenant que vous me parliez d'une nouvelle qui m'a fort surpris et qui doit terminer, si je ne fais erreur, les nouvelles des yeux. C'est une nouvelle que vous avez écrite d'après une lettre. Eh bien, Plaisir régnant, c'est une correspondance de Marie Laurencin avec son mari. Je possède la correspondance et j'ai trouvé que c'était une façon d'ouvrir une fenêtre sur cette Allemagne sans forme mais non sans couleur de l'époque de l'expressionnisme et de l'inflation. Et c'est ainsi que vous êtes parti d'une simple correspondance, enfin une correspondance qui n'était pas simple, pour broder et pour créer tout un décor et toute une vie. Oui, il faut toujours partir d'un endroit. Et comme disait Balzac, peu importe, vous prenez la nouvelle le début, vous la prenez par la peau du cou, vous la prenez par le milieu ou par la fin, mais ça n'a pas d'importance du moment que vous appréhendez le sujet. Et ce sujet, comment l'appréhendez-vous vous-même? Est-ce que vous arrivez très facilement à le cerner? Non, difficilement. Il s'agit d'enlever beaucoup de choses. Le roman, on met des choses, la nouvelle, on en enlève. Vous avez donc une nouvelle qui a donné naissance à un film, c'était La mort du cygne. Est-ce que vous voyez quand même un prolongement de la nouvelle jusqu'au cinéma, ou est-ce que vraiment c'est avec une certaine réticence que vous abandonnez ces nouvelles à d'autres moyens d'expression? Non, je crois que le cinéma est lié par des formules traditionnelles dont il faudrait se débarrasser et des contraintes extérieures qui sont à mon avis déplorables, car la plupart du temps un bon sujet de cinéma est un très bon sujet de nouvelle. Lorsque vous voyez par exemple sur l'écran une comédienne ou un comédien, disons surtout une comédienne à une certaine époque, qui est en train de vivre une histoire, est-ce qu'il ne vous apparaîtrait pas, je ne sais pas, dans votre imagination, que cette même comédienne pourrait en vivre une toute autre et que vous ayez l'idée d'écrire cette autre aventure qui surviendrait à cette jolie femme? Sans aucun doute, quand je vois d'extraordinaires actrices comme Flon ou Sirig, immédiatement, l'imagination se met en mouvement. Et est-ce que réellement, lorsqu'ensuite vous avez, je ne sais pas, ces actrices face à vous, ces actrices dans la vie, il n'y a pas comme une espèce de déception? Parce qu'en fait, une actrice est une très belle femme quand elle est sublimée par un texte, mais une fois dénudée de son texte, que reste-t-il à vous, l'écrivain qui l'a regardé? Oh ben ça dépend beaucoup de l'actrice. Si vous fréquentez parmi les personnes très âgées Madame Simone ou parmi les personnes d'âge moyen comme Marie Marquet et surtout Marie Belle, vous ne regrettez pas leur fréquentation et leur amitié, Dieu sait. Une entre autres qui mérite une mention spéciale, c'est Madeleine Renaud. J'ai connu Madeleine Renaud sortant du conservatoire, jouant les soubrettes, jouant Marivaux, et je ne me doutais pas qu'après tant d'années, je trouverais un personnage aussi important et une grande actrice d'avant-garde.
d'avant-garde maintenant lorsqu'elle joue Marguerite Duras. Ou Beckett. Ou Beckett. Et c'est assez surprenant, tout à fait d'accord. Mais il y a un mot qui m'a surpris également dans ce que vous disiez, Paul Morand, et je crois que c'est sur ce mot que nous allons conclure, c'est le mot amitié. Car me semble-t-il, en lisant vos nouvelles du cœur, vos nouvelles des yeux, que c'est... Il y a bien sûr tout l'amour du monde là-dedans, il y a surtout tout l'amour que vous avez pu vivre tout au long de votre vie, mais il y a surtout beaucoup d'amitié pour des êtres que vous avez beaucoup aimés. Beaucoup d'amitié, mais l'amitié demande un coup de foudre qui dure un siècle.